Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, le face-à-face, notre rendez-vous hebdomadaire avec nos deux invités Jean-Marc Lèche et David Revaud-Dallon. Alors, c'est une devinette, il est seul et sans soutien, il est grand par la taille et tout petit dans les sondages, il aime le vertige et jouer de son panache. J'ai nommé Dominique de Villepin, qui a décidé de se lancer dans la campagne présidentielle. L'homme du non de la France à la guerre en Irak a-t-il, comme on le dit, normalisé ses rapports avec Nicolas Sarkozy ? Eh bien, c'est pas si sûr. Voilà, et en attendant, au Parti socialiste du rififi avec Arnaud Montebourg, l'homme qui lave plus blanc et qui s'attaque à la rumeur de corruption, cette fois dans la fédé du Pas-de-Calais. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, tout ce beau programme, mais avant tout, on va écouter Dominique de Villepin. C'était dimanche soir au journal de TF1. Même si pendant plus de 6 années, on a tout fait pour m'écarter de la vie politique, multipliant des accusations fausses. Donc oui, j'entends défendre une certaine idée de la France lors de ces élections. Et j'ai une conviction. Cette conviction, c'est que le rendez-vous de 2012 sera le rendez-vous de la vérité, du courage et de la volonté. Bah dites donc, modeste, Dominique de Villepin, hein, il a toujours son panache, mais n'est-il pas un peu déplumé tout de même? Il va quand même nous faire la première campagne en alexandrin. Hein, c'est quand même assez intéressant qu'il ait déclaré sa candidature le jour où la SNCF change les heures, comme s'il voulait lui à nouveau être dans le rythme qu'il convient. Alors, les sondages ne sont pas bons pour lui, c'est sûr, mais c'est quand même quelqu'un qui peut, via la télévision, et on vient de le voir, faire beaucoup de choses dans une campagne médiatique. Ce ne sera pas une campagne de meeting, mais une campagne médiatique, oui. Le fait que Sarkozy ait tout de suite lâché les chiens montre bien qu'il est pris au sérieux. Donc, il peut se produire quelque chose. J'écarte, moi, tout de suite l'idée qu'il ressemblerait ou à Marie-France Garot, 81. Ou à Debray, Michel Debray. Vous ne votiez pas à ce moment-là. Ou à Michel Debray, tout deux, on fait à moins de 1,5. C'est quand même autre chose. C'est un ancien Premier ministre. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a une fatigue aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion de Nicolas Sarkozy qui n'arrive pas à réembrayer sur une petite esquisse d'1 ou 2 points gagnés sur sa séquence internationale. Donc il y a un espace pour Dominique Galouzeau. De Villepin, voilà, Galouzeau. Est-ce que vous pensez, Arnaud, pourquoi je vous... David, qu'est-ce qu'il me prend que ça sent la vengeance du serpent à plumes. On dit quand il dit effectivement on m'a empêché de faire de la politique pendant des années. Bien sûr, il y a un côté, c'est un peu le vicomte de Monte Cristo qui revient se venger des avanies qu'on lui a fait subir dans les dernières années. Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même une déclaration de candidature. Vous parliez d'une campagne en alexandrin, on a une déclaration de candidature très flamboyante, très romantique finalement. Il revient effectivement se venger, reprendre ce qui lui est dit. Il est au-dessus du régime des partis, il est très gaulien dans la posture. Il tape sur la gauche, sur les négociations, les arrangements de comptoir, je cite, entre le PS et les Verts. Mais on voit bien que son principal souci, le principal compte à régler qu'il a, c'est avec Nicolas Sarkozy. Il y a 6 ans de lutte entre eux quand même. 6 ans de lutte acharnée, un procès en correctionnel sur l'affaire Clearstream et une haine très tenace. Et finalement, on a l'impression que c'est le principal moteur de cette candidature. Et on parle de la faiblesse de ses scores, de sa cote sondagère, 1%, grosso modo, et souvent un peu moins. Mais c'est 1%, et même un peu moins, pourrait coûter très cher à Nicolas Sarkozy au soir du premier tour. Si on lui disait ça, il serait quand même pas content d'être une sorte de Taubira qui a quand même planté la dernière fois Jospin. C'est exactement la configuration qui se présente. Mais d'après vous, est-ce qu'il risque de gêner plutôt Nicolas Sarkozy ou de gêner François Hollande ? Ou personne. Il va recueillir l'eau de pluie qui va dégouliner une fois que Sarkozy ne réussira pas à embrayer sa campagne. Je continue de penser que Nicolas Sarkozy n'embraye pas dans cette campagne parce que le discours de Toulon 2 apparaît comme un flop, autant le discours de Toulon 1 était bon, et donc Nicolas Sarkozy a un problème de contenu et de forme dans cette élection-là. Et comme il veut continuer de la jouer avec Merkel, je continue de penser qu'il ne faut pas confondre le concours de la chanson de l'Eurovision avec une élection présidentielle. Oui, Nicolas Sarkozy, c'est un peu joue là comme Merkel, mais simplement, en ce qui me concerne, je considère que c'est évidemment à lui, et d'abord à lui, que vont être empruntées les voix que ferait Dominique de Villepin. C'est la frange, on va dire, gaulliste sociale de la droite. C'est pas l'UMP très libérale version Sarkozy, mais c'est tous ceux qui sont à droite, qui avaient voté Chirac, et qui ont été un petit peu rebutés, à la fois par la pratique, le style et la méthode du président. Droite qui effectivement a été contrainte de voter Sarkozy après qu'elle l'eût trouvé épatant
et ensuite elle l'a Qui ne le trouvé trouve particulièrement... Tout de même, il est quand même gonflé, Dominique de Villepin, dans le sens où il ne s'est jamais présenté à aucune élection, que ce soit municipale, régionale, législative, et boum, il démarre à la mer des batailles, qui est la présidentielle. C'est quand même... Non, il a été Premier ministre sans jamais avoir rien fait non plus avant. Hein. Donc oui, mais ça, à la limite, ça ne demande pas forcément... Il y a d'autres pays dans lesquels c'est pas un handicap. Là, je pense mais... qu'il ait du panache et qu'il soit gonflé, c'est au fond son atout, c'est-à-dire sa marque. À lui, ça marque personne, comme disent les pubeurs, c'est effectivement ce panache-là. Donc, je crois qu'il sera compliqué à dissuader. Comme le dit David. Ouais. Parce que ça veut probablement dire, s'il y va, qu'il a peut-être tenté une négo avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, puis que ça ne s'est pas bien passé, et que donc... oui, parce qu'il faut quand même rappeler que quelques jours, quelques heures avant cette déclaration de candidature, même ses proches, parmi ses plus proches, étaient persuadés qu'il allait jeter l'éponge et qu'il allait annoncer qu'il ne se présenterait pas. Et que même après son annonce, beaucoup de proches ont été d'abord désarçonnés, se demandaient comment il allait faire pour pouvoir mener à bien cette campagne et cette candidature, parce qu'il n'y a absolument rien de préparé, il n'y a rien dans les tiroirs, rien dans les cartons, et surtout, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'on imagine Bayrou avec son fidèle Jean Lassalle à l'Assemblée, là, le type au béret qui chante des chansons en béarnais, et de l'autre côté, maintenant, il reste à Galouzeau de Villepin, qui lui n'est pas à l'Assemblée, il reste un seul député, qui est Jean-Pierre Grand, le député de l'Hérault, et puis c'est tout, il n'y a plus personne. Il y en a qui sont partis chez Bayrou. Mais on a deux Don Quichotte et deux Sancho Panza. Oui, alors j'ai l'impression, alors Bayrou, on va en dire un mot tout de même avant de parler des socialistes, quand même, là il est à 13%, il a pris des points, et on a le sentiment qu'il est en train de rejouer 2007, c'est-à-dire les gens les électeurs qui n'ont pas envie de voter pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande, une fois de plus, il va agréger les voix des déçus qui ne veulent pas aller à droite ni à gauche. C'est-à-dire, il est certain qu'aujourd'hui, les deux principaux candidats, les deux favoris, Hollande et Sarkozy, ne réussissent pas leur début de campagne. Sarkozy, on ne sait pas s'il est dedans, mais quand on pense qu'il est dedans, il est décevant. Et Hollande, lui, il est tout le temps fourré en Corrèze. Je ne sais pas ce qu'il trouve de rigolo là-dedans, mais une campagne électorale... Vous êtes bien en Normandie, vous, le week-end. Une campagne, ça n'est pas quand même un conseil général. C'est présidentiel, la Corrèze, tout de même. Oui, mais enfin... On a des précédents. Donc il faudrait quand même qu'il soit un tout petit peu... qu'il embraye un peu plus. Alors, il le fait de temps en temps, mais alors, il y a beaucoup de ratés. Il embraye une vitesse et après, il ne passe jamais là. Alors, Bayrou va profiter de ça parce que ça, il sait le faire. Il l'a déjà fait la dernière fois. Et donc, ce qui est intéressant dans les sondages qui sortent cette semaine, c'est que non seulement il a une popularité qui s'améliore grandement, il a gagné 10 points en 4 mois. Il est dans les tout premiers en termes de popularité personnelle et en termes d'intention de vote. Il y a un sondage qui méritera d'être confirmé, mais à 13%, il est dans le jeu. Il est dans le jeu, et d'ailleurs, cette progression est quand même assez incompréhensible, parce que François Bayrou, qu'est-ce qu'il a failli? Il s'est déclaré à plusieurs reprises, on va le dire. Il a d'abord annoncé, déclaré qu'il se déclarait, puis c'est vraiment déclaré. On attend le retour, le débriefing de la candidature, mais c'est surtout pour créer du buzz. Mais il n'a rien dit sur le fond. Il s'est positionné contre Nicolas Sarkozy, contre François Hollande. On le sent un petit peu basculer, on a une espèce de retour de balancier, avoir plutôt penché à gauche, il repencherait plutôt à droite, mais il ne dit rien de plus qu'en 2007. Son électorat est plus à gauche que lui le souhaiterait. Mais lui ne dit rien de plus qu'en 2007, il n'a absolument rien de nouveau à apporter, et c'est un peu incompréhensible, cette brusque montée. Il va y en avoir des troisièmes hommes ou des troisièmes femmes. On en a beaucoup, il y en a du beau monde, mon bon monsieur, pour cette élection. Plus les deux principaux vont fatiguer le public, plus il y aura de la place pour tout le monde. Auquel cas, il va y avoir un émiettement assez formidable de l'offre. Alors, maintenant, l'extrême gauche a disparu. Il n'y a aucune raison qu'elle renaisse de ses cendres. Donc, il y a Mélenchon, elle a disparu. Et Méluche, il est quand même bon. Méluche, vous l'appelez? C'est son surnom dans le business politique. Donc, Méluche, il est tout de même à 6 ou 7. Mélenchon, il est très loin du score de Marie-Georges Buffet en 2007, qui avait fait 2%. C'est mieux que le guitariste Robert Hue. Oui, non, ça, c'est beaucoup mieux que Robert Hue. Quand même, il bénéficie de l'effacement des trotskistes et puis quelque part de sa stratégie de joint venture entre le PC, l'aile gauche du PS, etc. Mais je crois que le véritable troisième homme, c'est une femme. C'est Marine Le Pen qui a fait ça. Son premier discours, son entrée en campagne ce week-end à Metz, qui était très intéressante, puisqu'on a vu, elle a tout à fait ciblé les thématiques de sa campagne, les parts de marché électoral qu'elle visait, et les thèmes, c'est la France des oubliés. C'est certes reconquérir les parts du marché électoral que lui avait chippé Sarkozy en 2007, mais c'est aussi les oubliés de la mondialisation, les damnés de la mondialisation, ceux qui votaient traditionnellement à gauche, et auxquels elle s'est directement adressée en disant la gauche vous a trahi, et en citant toutes les affaires qui frappent le Parti socialiste, à commencer par celle du Pas-de-Calais. On dit un mot avant de se quitter quand même sur le Parti socialiste qui, une fois de plus, et non pas dans cette querelle byzantine cette fois, mais dans certaines fédérations, alors il y a eu celle des Bouches-du-Rhône,
pas très bien gérée, et puis celle du Pas-de-Calais, et Arnaud Montebourg qui, une fois de plus, a mis les pieds dans le plat, et Martine Aubry, qui a fait ses choix pour les parachutages. Oui. Est-ce que ça va gêner Hollande encore? C'est tous pourris, là. Ça le gêne déjà, évidemment. Ça apporte de l'eau, on vient de le voir, au moulin de Marine Le Pen. Mais surtout, ça empêtre le candidat dans sa campagne, qui a été en Corrèze, mais aussi un petit peu obligé de se planquer en Corrèze pour éviter d'aller à la C'est une bonne planque, la Corrèze. C'est une très bonne planque. Il y a des photos dans les journaux. Vous voyez, ça sert à quelque il chose, était à la foire de la truffe. Il était à la foire de la truffe pendant que ses amis s'échappaient sur le Pas-de-Calais. Je n'irai pas jusque-là, Jean-Marc, jusqu'à l'allégorie, mais ce qui est sûr, c'est que on a une fois de plus les pratiques traditionnelles, clientélistes et très limites sur le plan de la gestion des organismes publics et des collectivités locales de certains socialistes locaux, dans des départements où les fédés sont très fortes, où c'est vraiment un fonctionnement très clientéliste, Bouches-du-Rhône, Hérault, Pas-de-Calais, et une fois de plus, ce fonctionnement éclate au très mauvais moment voilà, à la figure du Parti socialiste. Est-ce que c'est le moment quand même de dénoncer ce genre... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait le Barnum à la Défense pour nommer leurs 420 candidats pour la prochaine élection législative qui va avoir lieu 4 semaines après la présidentielle. Mais il faut leur payer des agendas, ces Mickey-là, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça si on veut faire une campagne ordonnée. C'est step by step, non? Alors il faudrait qu'ils aillent trouver des conseillers en communication qui ne soient pas des spin doctors, mais des spoon doctors. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois que François Hollande rétablit un petit peu sa communication, remet un petit peu d'ordre dans l'équipe, et même patatras, il y a un nouveau couac, une nouvelle épreuve qui vient un petit peu plomber sa campagne. On avait eu l'accord avec les Verts, le MOX, on avait eu la polémique sur le Conseil de sécurité, et là, patatras, on a cette affaire. Des faits divers sociaux, le PS a des faits divers sociaux dans les endroits... D'ailleurs, on ne peut que s'interroger, c'est ce que font les socialistes, sur la concomitance de sortie judiciaire de l'affaire, évidemment, en pleine campagne. C'est ce que font évidemment les dirigeants du PS. Est-ce qu'il n'y a pas quand même on a le sentiment qu'au Parti socialiste, il y a deux partis socialistes, il y a deux camps. Il y a le camp du PS, du parti tenu par Martine Aubry, et puis le camp de François Hollande, du candidat à la présidence. Les grandes fédérations, quand il y a beaucoup de militants, effectivement, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'élus. Le PS, c'est plus un parti d'élus qu'un parti de militants. Alors les élus, ça tient quoi? Si vous prenez l'histoire du Pas-de-Calais, c'est une dérive qui provient du fait qu'il y a une gestion du parc immobilier. Ouais. Les Houillards logeaient tout le monde. Oui, mais ce n'était pas tout à fait la question. C'est qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a d'un côté Martine Aubry, de l'autre qui fait sa tambouille, et de l'autre côté, il y a François Hollande. C'est un grand classique des campagnes présidentielles. Ça avait été évidemment le cas, rappelez-vous, en 2007, avec Ségolène Royal d'un côté et le parti de l'autre. Il y avait un gouffre entre les deux, aucune communication, qui était d'ailleurs la faute tant du candidat que du premier secrétaire de l'époque, de la candidate que du premier secrétaire de l'époque. Puis même 2002, avec Jospin, qui est quand même pas susceptible d'être accusé de ne pas respecter le parti, de ne pas être légitimiste, eh bien, il y avait une vraie fracture entre le parti, des problèmes de coordination. Il y a toujours systématiquement au PS un problème de coordination parti-candidat. Et j'ai plutôt l'impression, même si Martine Aubry marque son territoire, et même si très clairement elle est en train de se battre pour peser dans la campagne et dans la future majorité, pourquoi pas à Matignon, j'ai le sentiment que, malgré ce rapport de force, ça se passe quand même relativement correctement. On leur donne quand même que quelques jours avant qu'ils commencent directement, pour certains, à jouer l'échec de Hollande, et donc une cohabitation possible. Il y a des gens qui ne pourront être ministres que si c'est la cohabitation. Oui, mais je pense que ce calcul est quand même très hasardeux et je ne crois pas que Martine Aubry... Dernière question très courte. Le calcul de Montebourg, dans le fond, de jouer le chevalier blanc, c'est plutôt porteur, non? Dans des... C'est plutôt porteur, mais simplement, là, c'est par lui que le scandale éclate fondamentalement. Il y a quelques articles de presse qui révèlent cette affaire judiciaire du Pas-de-Calais, mais si lui n'écrit pas cette lettre extrêmement violente à Martine Aubry, dans laquelle il met en cause sa gestion de façon très violente, eh bien l'affaire n'éclate pas et ne prend pas un tour de bisbille de compétition interne. Moi, je suis pour lui donner la carte de presse 71, c'est-à-dire celle de la Saône-et-Loire. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est les vacances. Donc, en janvier 2012. À bientôt. Tout de suite, les infos sur France 24.